Salut à tous et bienvenue sur CAS. À Milan, le Milan s'est incliné 2-1 à domicile face au Napoli ce soir. But de Politano sur pénalty à la 55e minute. Égalisation de Giroud sur centre en retrait de Théo Hernandez à la 69e. But de Simeone à la 78e de la tête sur centre de Mario Rui. À mes côtés ce soir, Nico et Félix. Salut à vous. Bonsoir. Bonsoir. Nico, en l'absence de Leao, le Milan a souvent buté contre une défense napolitaine bien regroupée, malgré deux barres, dont une de Kalulu à la 86e qui laisse des regrets. Oui, notre équipe a fait un très bon match. Je t'avoue que cette défaite, je l'avais pas vu venir. J'étais assez confiant avant le début du match. Et même quand ils ont ouvert le score, j'avais confiance dans le fait que notre équipe pouvait revenir. Quand Giroud a égalisé, je me suis même dit que, avec l'énergie que montrait notre équipe, que si ça devait tourner, ça tournerait de notre côté. Et finalement, faut rendre hommage à cette équipe du Napoli qui a su très bien défendre, très bien ressortir les ballons, qui nous a concédé très peu d'occasions en nous laissant le ballon. Même si c'est comme tu as dit, on a eu deux très grosses occasions avec les barres transversales, plus aussi une tête sur un corner que Meret sort au-dessus en première mi-temps. Mais bon, on a perdu. Ça fait bizarre, on avait oublié ce que c'était que le goût de la défaite. Ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas perdu, alors qu'à l'époque, quand on faisait les émissions, c'était devenu une routine. Je dirais une défaite de plus ou une défaite de moins, ça changeait pas grand-chose quand on était à la 7e place. Et là, celle-là fait un petit peu mal parce que dans le contenu, je pense quand même qu'on méritait autre chose. En tout cas, on méritait pas de perdre. Mais, et comme tu l'as très bien dit, sans Leao, on a quand même vu qu'il manquait ce génie pour faire peut-être péter cette défense faire sauter le verrou de la défense du Napoli qui, sans génie, avec un Milan bien appliqué, qui a essayé sur des attaques placées, mais face à une défense très bien regroupée, a su nous stopper tout simplement. Et c'est la folie et la vitesse que mettait Théo qui a mis un peu de difficulté dans cette défense du Napoli en tout cas. Ouais, alors l'occasion à laquelle tu fais allusion, c'est une tête de Krunic sur corner de Benasser, sortie par Meret à la 28e minute. Feli, nous jouions donc contre une équipe qui a fait de très bons matchs en Ligue des Champions et qui est sans doute notre grand rival cette saison en Serie A. Effectivement, comme l'a dit Nico, ça fait mal de perdre face à une équipe, tellement ça fait longtemps que ça nous est pas arrivé. Mais cette équipe de Naples, on l'a vu, est vraiment très très sérieuse. On l'a vu en Ligue des Champions, on l'a vu en Serie A. Et malgré l'absence de Leao, on peut quand même dire qu'on perd quelque part la tête haute, j'ai envie de dire, parce qu'on n'aurait pas démérité le nul ni une victoire d'ailleurs. On peut dire, surtout en première mi-temps, que on aurait dû mener. Il y a eu pas mal d'occasions ratées. Je pense aussi à celle de Giroud, où Meret également sort une très très belle parade et la place sur la barre. Donc on a enchaîné les occasions en première mi-temps qu'on n'a pas su concrétiser. Et de l'autre côté, Naples a été extrêmement réaliste, où ils nous ont vraiment cueillis à froid, alors que ce soit sur le penalty, mais ensuite sur le but qu'on concède. Moi, j'ai pas compris. Faut que je revoie le but, mais pareil, j'ai pas compris où était notre défense à ce moment-là. On était vraiment complètement désorganisé. Enfin, concernant le deuxième but, et on est cueillis à froid, alors que on jouait plutôt bien, voire très très bien par moment, surtout en première mi-temps. Mais Naples, de son côté, avait une très grande défense centrale, un très grand Meret qui revient très très bien après des saisons compliquées à Naples, et un très bon aussi Lobotka qui sort vraiment un match au milieu de terrain extraordinaire, et qui nous a vraiment empêché de presser cette équipe de Napoli comme on le voulait, surtout en seconde période. Ce qui fait qu'on perd. Bon, voilà. On peut pas gagner à tous les matchs, surtout sur notre meilleur joueur, hein, offensif, du moins. Donc, faut accepter cette défaite. Faut aller de l'avant. Le contenu, pour autant, a été plutôt rassurant globalement, même si on perd 3 points très importants et Naples va prendre un ascendant assez fort. Mais Mais la on peut saison pas est dire qu'on encore ait longue. concédé beaucoup d'occasions, parce que si il y a une tête de Politano excentrée sans problème pour Maignan à la 36e, et puis cette frappe de Zerbin sur Maignan à la 79e, mais Naples nous a pas vraiment mis en danger derrière, si tu veux. C'est ça, c'est ce que je dis. Ils ont été extrêmement réalistes. Donc, cette fois-ci, non. Mais comme je le dis, la saison est longue. Je ne sais pas si Naples sera notre concurrent véritable pour le titre cette saison. Parce qu'on connaît le talent des Napolitains à se tirer une balle tout seul. Ils le font depuis des années. Alors maintenant, avec un nouveau groupe, avec des cadres renouvelés, on verra si ça sera le cas ou si cette fois-ci, ils vont vraiment réussir à tenir jusqu'au bout la bataille du titre. On verra bien. Pour l'instant, en tout cas, ils tiennent leur poste. On verra ce qu'il en sera. On est encore loin de pouvoir savoir qui va gagner le titre. Prestation encourageante malgré la défaite.
Bien, ce qui est sûr, c'est que la Juve et l'Inter démarrent pas très bien leur championnat. Nico, quel fut le meilleur Milaniste ce soir? Pour moi, le meilleur de très loin chez nous, ça a été Benacer. Enfin, très loin. Moi, c'est celui-là qui, de la première minute à la dernière minute, à part cette phrase qui rate complètement sur le dernier corner, mais il a fait un match techniquement. Il n'a pas perdu un ballon. Il s'est baladé, des petits dribbles. Et au contraire, des fois, c'était son défaut, c'était qu'il perdait des ballons. Là, il en a vraiment perdu aucun. Il a bonifié tous ses ballons. Il a aéré le jeu derrière. Il a surnagé dans ce milieu de terrain. Il y avait Anguissa du côté du Napoli. Il y avait lui de notre côté. Enfin, c'était un sacré duel que sont offert les deux joueurs. Et il a dicté le tempo. Et franchement, je sais qu'il y a Feli et Aristide qui en ont beaucoup parlé en ce début de saison lors des émissions. Moi, j'ai jamais rien dit, mais le début de saison d'Ismaël Bennacer est incroyable, vraiment incroyable, et il est un très très haut niveau. L'année dernière, il avait été embêté avec les blessures, mais là, il joue avec continuité, et la paire qu'il forme avec Tonali est vraiment très 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 bonne. Feli? Oui, pareil, je voulais souligner également la prestation de Benacer, qui vraiment en première mi-temps. Alors j'ai trouvé le duo Benacer-Tonali en première mi-temps extraordinaire. Vraiment, ils ont vraiment roulé sur le milieu de napolitain. Et les deux, et Benacer est resté à un très haut niveau jusqu'à la fin du match. Mais je voulais également souligner le niveau de Théo Hernandez, qui a fait un excellent match encore une fois, qui a repris des couleurs, parce que je le trouve un peu moins bien ces derniers temps, mais là il remontre le visage qu'on lui connaît, avec une passe décisive à la clé sur une superbe passe, avant-dernière passe de De Ketelaere d'ailleurs. Mais Théo Hernandez, encore une fois, jamais pris sur son côté, toujours solide défensivement, offensivement, il a animé ce couloir gauche tout seul. Donc on voit que c'est vraiment un top joueur, et cette saison je trouve qu'il s'affirme encore plus dans ce rôle, avec le brassard de capitaine. Nico, qui t'a déçu ce soir? Déçu, c'est compliqué. Peut-être l'entrée de Dest, éventuellement? Les entrées des joueurs même, peut-être le coaching de Pioli sur ce coup-là, on va dire, parce que faire sortir Saelemaekers, qui était pas non plus, c'était pas son plus mauvais match, mais pour la rentrée de Messias qui était cataclysmique. Euh, à part la frappe, pareil, il y a cette frappe aussi que sort Meret, Ouais. Ah ouais. Messias. Et sinon, il y 68e. a l'entrée de Dest, on l'a tous vu venir parce que Calabria avait un carton. Mais C'est dans Calabria la qui fin était du... plutôt bon d'ailleurs. Je trouve qu'il a bien muselé l'ailier gauche, si performant géorgien là de Naples. Oui, qui nous a fait énormément mal, mais on sait que Pioli le fait souvent, ça, de sortir les joueurs qui ont des cartons à la mi-temps, surtout les défenseurs. Après, il y a aussi l'entrée de Yacine Adli. Moi, je l'ai pas compris. Moi, je trouve que ce joueur même manque, enfin, le lancer dans un match comme ça, manque beaucoup de consistance. Ça faisait beaucoup de joueurs de joueurs assez frêles qu'on avait. Alors, à l'époque, le Barça de la grande époque, il avait Messi, Xavi, Iniesta, mais bon, c'est pas Yacine Adli, Brahim Diaz, et Dest, hein. C'est d'autres noms quand même. Mais il y a ça que je regrette, et j'espérais vraiment qu'il allait le faire. Enfin, c'est en tout cas ce qu'a dit la presse. Je sais pas si réellement il avait pensé à ça, Pioli. Mais quand tu vois le match de Théo, tu te dis, est-ce que ça aurait pas été mieux de mettre Théo plus haut et de mettre Dest à gauche dès le début du match, même si Kronic a fait une très bonne première mi-temps, je trouve. Bon, voilà. Donc, si je devrais dire ça, peut-être Pioli, que j'ai trouvé, un grand, j'ai pas trop compris les changements de Pioli aujourd'hui, mais bon, on va dire que taper sur l'entraîneur quand on perd, c'est peut-être un peu trop facile. Oui, c'est vrai que c'est classique. Feli, qui t'a déçu ce soir? Ouais, je vais dire un mot sur Dest. Alors certes, c'est vrai que c'est pas forcément simple, surtout que Pioli le fait rentrer face à Kvara, qui est vraiment une dynamite en ce moment, et vraiment il le met dans une position très compliquée, et surtout pour un défenseur qu'on connaît, qu'il a des difficultés défensives. Et comme tu le dis, Calabria avait fait une très bonne première mi-temps. Alors c'est dommage parce que sur la fin de la première mi-temps, il fait cette faute qui lui Ouais. vaut un carton jaune C'est et sa qui le seule erreur, condamne hein. finalement à sortir. Oui, voilà, c'est ça. Sinon, il tenait très très bien Kvara, et j'étais vraiment agréablement surpris de sa première mi-temps. Et Dest de l'autre côté, bah voilà, il fait une entrée catastrophique. Enfin, voilà, il est vraiment lancé comme ça par Pioli, et je trouvais que c'était une erreur. Mais je voudrais aussi revenir sur Giroud, qui malgré son but, je trouve quand même et malgré son but, malgré ses remises, parce qu'encore aujourd'hui, il a été au charbon face aux défenseurs, et c'était pas forcément simple face aux deux gaillards qu'il avait à côté de lui, mais il a encore été très bon dans les remises. Mais par contre, des fois, je trouve qu'il vendange quand même certaines occasions, que ce soit de la tête. Alors Meret, l'arrêt que fait Meret est extraordinaire, mais des fois il peut jouer plus simple aussi. Il essaie tout le temps de faire des talonnades, des trucs comme ça. Pareil, il y a une fois où sur une excellente louche de Krunic, dès qu'il était là,
la reprend en une touche et la met dans l'axe. Et là, au lieu de laisser à Calabria quasiment le but vide, Giroud il tente un coup du scorpion qu'on sait qu'il est capable de faire, hein, mais qu'il peut laisser de temps en temps parce que ce serait plus simple quoi, que Calabria mette juste un plat du pied et marque. Et je trouve que voilà, en première mi-temps, Giroud aurait dû marquer. Et c'est pas la première fois que je trouve des fois qu'il est pas assez incisif face au but. Souvent il marque, alors pas forcément des buts faciles parce que on se rappelle face au Bologne il met une superbe reprise de volée, mais il a besoin quand même de ces occasions pour marquer. C'est pas un joueur disons ultra décisif, ultra réaliste non plus. Il a d'autres qualités, mais c'est vrai que je trouve qu'en première mi-temps ça nous a quand même pas mal pesé. Alors toi t'appelles ça un coup du scorpion. Moi j'aurais dit aile de pigeon parce que le coup du scorpion Oui, oui, d'Higuita, oui, non, n'importe quoi, c'est quand même un n'importe petit quoi, peu tu as raison. particulier, hein. C'est assez rare de voir ça dans le foot d'ailleurs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de geste. Voyons quel est le joueur bonus de Nico. Alors j'espère que je vais bien le prononcer cette fois-ci, c'est De Ketelaar. Parfait. Parfait, c'est bon, ça passe. Oui, de Quetelard, c'est ça, ouais. D'accord. J'ai trouvé qu'il a joué avec une justesse en fait avec ce joueur, il n'y a pas de chichi et c'est ça que je pense que ceux qui aiment le football aiment voir dans ce type de joueur. Il y a une qualité de la passe, c'est vrai que tous les ballons qu'il essaie de donner, c'est c'est dans le bon tempo, c'est sur le pied que veut le recevoir l'attaquant ou son joueur. Vraiment, il fait un extérieur en première mi-temps, je crois que c'est pour Giroud, mais il y a la passe qu'il fait aussi pour Messias qui amène l'occasion, la passe pour Giroud aussi en une touche de balle en première mi-temps, en deuxième mi-temps. Un très bon match du Belge qui avait été un peu dans le dur ces derniers temps, qui avait montré de bonnes choses au début, puis après un peu plus de difficultés, mais que j'ai trouvé en tout cas très actif aujourd'hui et on sent que c'est pas un gars qui recherche le but, il recherche la passe décisive, la passe clé et franchement il a du talent quand il va y avoir le petit déclic avec une passe décisive ou peut-être un but, qui sait. Je pense que il va monter en région. En tout cas, il laisse apercevoir de très belles choses. Et en plus, il a été pas remplacé, mais on a pu voir Diaz aujourd'hui qui a fait une bonne entrée. C'est pour ça que je vois pas ce que malheureusement le pauvre Adli va pouvoir nous apporter vu les deux joueurs qu'il y a devant lui. D'ailleurs, il est pas sur la liste de la Ligue des Champions. Je sais pas ce que ça veut dire, s'il faut l'analyser d'une certaine manière. Peut-être c'est lié d'ailleurs au quota, hein. Je ne sais pas, mais avant de donner la parole à Félix, parce que j'ai peur d'oublier, je voulais faire une petite remarque subsidiaire que j'ai oublié de faire en début d'émission. Il y a un petit truc qui m'irrite quand même, c'est ces fausses feintes à deux balles là, qui font sur les corners Tonali Benasser, parce que ça nous prive d'un joueur en défense en cas de contre-attaque. Et je trouve qu'en plus ces feintes-là ne prennent jamais, hein. Il faut tirer le corner directement. Ils sont plutôt bien tirés d'ailleurs en général. Donc plutôt que de mobiliser deux joueurs au poteau de corner, il vaudrait mieux qu'il y en ait un à la récupération. En tout cas, c'est que mon avis au 30 mètres. Feli, quel est ton joueur bonus? Oui, tu fais bien de parler des coups de pied arrêtés parce que moi, c'est quelque chose que je regarde particulièrement. Et c'est vrai que là, ils les ont très bien tirés, je trouve, Tonali et Benasser. Et je trouve qu'ils sont assez irréguliers dans ce domaine parce qu'il y a un match sur deux où ils les tirent mal et l'autre où ils les tirent très très bien. Et ce soir, c'était bien. Et on a failli marquer un corner, hein. Je Mais sais pas c'est quand le t'aimes dernier bien ces corner feintes qu'on a. là, toi? Ça te fait Ah non, je plaisir? déteste. Ah ouais, c'est un peu Ah non, non, ça, ridicule, je non? déteste. Mais pourtant, mais quand les centres sont bien faits. Et on a failli marquer sur coup de pied arrêté. Krunic a failli marquer. Et ça fait, je sais plus c'est quoi le dernier but qu'on a marqué sur corner. Mais moi, mon joueur bonus, c'est justement c'est Krunic, hein, notre couteau suisse de l'Est préféré, qui encore une fois on le place à un poste. Bon, ailier gauche, c'est pas la première fois qu'il joue là, hein, même en sélection avec la Bosnie, il joue régulièrement à ce poste. Mais le gars, en une mi-temps, il te sort deux caviars. Premier caviar pour Giroud qui bute sur un miracle de Meret, et deuxième caviar où tu sors une louche sortie de nulle part pour De Ketelaar, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la rend bien pour Giroud. Et bon, après, il n'a pas fait grand-chose non plus. Mais c'est quand même incroyable de se dire que ce joueur-là, on le place un peu n'importe où et il rend toujours une copie correcte. Alors, c'est jamais forcément extraordinaire, c'est jamais forcément consistant, mais ça fait du bien fou d'avoir un joueur comme ça qui a su aujourd'hui remplacer Leao convenablement. Alors, c'est sûr, ça peut jamais être le Portugais, mais franchement, c'est toujours un plaisir de voir qu'on peut compter sur lui. Absolument. Et nous passons au mot de la fin de Nico. Bah moi, le mot de la fin, je sais pas si vous avez vu, alors j'ai rien compris si c'est officiel, pas officiel. Apparemment, le projet de stade est en train a repris une avancée. Apparemment, donc San Siro va être détruit complètement et donc il y aura le stade qui s'appellera donc la Cathédrale où le Milan et l'Inter vont le faire ensemble parce que les dernières nouvelles c'était le Milan seul parce que l'Inter avait des problèmes d'argent et vu que le groupe Sunning voulait vendre, c'était plus facile pour Milan d'avancer seul. Bon, encore eu un nouvel épisode dans le dossier.
Mais pour tous ceux qui ont pu aller à San Siro, déjà ce stade, il est incroyable, même vu de la télévision, quand ils font des gros plans le soir, quand illuminé, c'est un stade magique, magnifique, qui a une histoire de dingue. Et j'avoue que déjà, il y a si certains supporters qui ont déjà du mal à accepter le fait qu'on puisse partir de San Siro pour avoir un nouveau stade. Alors faire un stade, ça là, et ça je le vois sur pas mal de, on va dire, de forums sur les réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup de supporters qui comprennent le but de partir de San Siro pour refaire un stade avec l'Inter en fait. Soit on fait un stade dans ces cas-là, qui doit être nouveau, et ça c'est moi c'est mon avis, qui sera on va dire que à la gloire du Milan, simplement un stade pour les supporters du Milan et pour notre club. Et si c'est pour faire un stade pour être toujours deux, ben, mettez l'argent, même si certainement ça doit être, je suis pas maître d'œuvre, je suis pas architecte, mais certains disent que ça coûte en fait tellement cher de refaire San Siro. Dans ce cas-là, il faut refaire San Siro et on garde San Siro pour l'histoire qu'il a, si c'est pour garder les deux clubs dans le même stade. C'est un truc que j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Et encore, tu dis refaire. Je veux dire, il y a peut-être des améliorations à apporter, mais faut-il le refaire intégralement? Je ne sais pas. Je sais pas, déjà au troisième anneau, je sais pas si tu remarques quand tu regardes la télé, il y a des espaces en fait où il y a jamais de supporters parce qu'en fait apparemment il y a des zones où ça tremblerait à cet endroit-là du stade. Ah oui, ça c'est autre chose, en effet. S'il y a des problèmes de sécurité, là, il faut refaire, c'est sûr. Mais enfin, s'il s'agit d'amélioration, ensuite, je parle pas de ça, hein. Je parle d'esthétique, ou de confort, ou de mettre des magasins, ou je sais pas quoi. Bon, bah, ça peut peut-être se faire en annexe, sans pour autant quitter San Siro. Parce que quitter San Siro, c'est aussi quitter la ville de Milan. Ça se fait en périphérie, comme tous les stades modernes, hein. Alors, je sais que c'est la tendance, avec le naming et tout ce qui va avec. Moi, il se trouve que j'ai un ami lyonnais qui a l'habitude du nouveau stade de Lyon, et puis qui a surtout navigué un peu partout en Europe, donc qui peut comparer les stades, qui est allé pour la première fois à San Siro l'année dernière, et qui m'a dit que c'était pas mal du tout, hein. Et c'est pas, contrairement à nous, quelqu'un qui, enfin toi Nico, t'as été partout j'imagine, mais comment dire, il peut vraiment comparer quoi. C'est pas quelqu'un qui n'a vu que San Siro. Donc bon, faut-il le détruire, faut-il partir absolument? Moi j'aime bien conserver notre morceau d'histoire. Je trouve que ce stade, tu viens de bien le résumer d'ailleurs, hein, a une vraie histoire. J'aurais préféré que le Milan garda San Siro et que l'Inter migre vers un nouveau stade moderne, sans âme et puis avec du naming. Pourquoi pas? Ça m'aurait davantage convenu. Mais je te laisse finir, Nico. Mais je pense que là où tu as raison, c'est que ça, de toute façon, on l'a souvent lu. Le problème de San Siro, c'est que en fait développer la zone autour et c'est très compliqué au niveau commercial. Donc là, ça n'a strictement rien à voir avec le football, hein. Après, je pense qu'il y a des questions de confort, parce qu'aujourd'hui, au niveau des caméras, demain, pour les gros matchs, pour c'est compliqué, bon, ça c'est encore autre chose. Mais moi, le souci que j'ai, en fait, c'est quand tu vois ce qu'il y avait à l'époque, par exemple, Arsenal à Highbury, qui était un sacré stade. Il y avait aussi Tottenham avec White Hart Lane. Ces stades, depuis qu'ils ont changé, mine de rien, tu perds quelque chose. Alors que c'était des stades en Angleterre qui étaient réputés pour être, moi en tout cas, pour avoir fait White Hart Lane, c'était quelque chose de dingue. Et pareil qu'apparemment, le nouveau, c'est pas la même chose. J'ai fait l'Emirates, alors j'ai pas fait Highbury, mais j'ai fait l'Emirates. L'Emirates, j'ai jamais vu un stade aussi pourri que ça, quoi. Enfin, le stade est très beau, oui. On peut pas dire, artistiquement, Et un nom aussi pourri, c'est pas un nom de stade de foot, Emirates, c'est scandaleux, je trouve, quand t'es un club. Alors je sais que ça rapporte de l'argent, mais je trouve ça lamentable d'appeler un stade comme ça, moi. Je m'y fais pas, je m'y ferai jamais. mais c'est des stades qui sont ternes. Alors, je pense pas que ça veut rien dire si demain Milan change, mais c'est sûr que je pense que ça sera plus jamais pareil. Et moi, qui est allé je ne sais combien de fois à San Siro, franchement, c'est un truc de dingue. Et apparemment, donc, ce serait pour 2027, 2006-2027, donc la dernière saison à San Siro. Après, ils commenceront donc à casser le stade et en 2030, on devrait jouer. C'est là où j'arrive pas trop à comprendre. En 2030, on devrait commencer à être dans le nouveau stade. Donc, où est-ce qu'on va jouer entre Eh 2027 ben, et 2030? Milanello, non, peut-être que Brescia nous prêtera son stade, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est bizarre, ouais. Après, il faut dire qu'il faut faire attention avec tous ces trucs-là parce qu'en Italie, ces dossiers de stade, ça bouge tous les 3 mois. Donc, voilà. Bon, voyons de quoi Félix souhaite nous parler ce soir. Moi, je vais rebondir juste rapidement sur les stades, hein. Bah, effectivement, comme l'a dit Nico là sur la fin, d'ici 6 mois, on aura un nouveau projet de stade. Tant en Italie, les administrations bloquent, que ce soit à Milan depuis des années maintenant, mais également, ça fait combien de temps qu'on parle d'un nouveau stade? Depuis Barbara Berlusconi, on en parle, mais également à Rome, par exemple, qui veut faire son stade depuis X années. Naples aussi, qui est bloqué avec le Stadio Maradona, qui s'appelle, enfin, précédemment San Paolo. Donc c'est vraiment un sujet épineux qui ne cesse de changer. Et effectivement, hein, l'histoire et le football, je suis pas sûr que ça intéresse particulièrement nos propriétaires Bah qui non, il cherchent s'en plutôt fout, à il a rien à faire. voir avec l'Italie ni avec le Milan, ce propriétaire, il est là pour faire de Voilà, l'argent. c'est ça.
C'est ça. Donc eux, ce qu'ils veulent faire, c'est un espèce de centre commercial géant où on peut éventuellement aller voir un match de foot si on s'ennuie. Tu viens de résumer le football moderne en 2 mots. Non mais c'est vrai. Voilà. Non, mais L'argent oui, mais avant le oui. sport. Mais oui, mais on n'arrête pas de le dire, mais c'est la réalité. Ben, Oui, oui, bravo, oui. bon résumé, Bah, bonne synthèse. voilà. Donc c'est ce que cherchent à faire nos propriétaires et propriétaires de l'Inter d'ailleurs hein, aussi également. Donc ce sujet de stade, on en reparlera. Mais bon, pour moi, on va jouer à San Siro jusqu'à encore un bon moment. Tant mieux. Mais moi, je voulais juste parler. Oui, tant mieux quelque part. Je voulais juste parler des crises que tu évoquais tout à l'heure, MJ, sur de la Juve et de l'Inter, qui sont assez terribles, hein, que ce soit d'autant plus la Juve, je trouve, parce que vraiment elle s'enfonce tête baissée quelque part. Ça me fait vraiment penser, il y a vraiment un parallèle à faire avec nous, parce que ça me rappelle les dernières années d'Allegri, qui aussi capitalisait sur ses bonnes années et ce qui lui permettait de rester en place. Et c'est exactement ce qui se passe à la Juve. Allegri capitalise sur ses bonnes années et ça lui donne une certaine légitimité qui fait qu'il n'a pas encore été viré, mais ça aurait été un autre qu'Allegri, il aurait déjà plié bagage depuis longtemps. Parce que ce qu'il a fait aujourd'hui face à Monza, c'est scandaleux. Ce qu'il a fait face à Benfica en Ligue des Champions, c'est scandaleux. Donc ce que fait la Juve en ce moment, c'est vraiment pathétique. Et quelque part, moi, je vais pas les peindre. Qui eux ont été sur le toit de l'Italie pendant tant d'années, pendant que nous on croupissait à la 7e, 8e place. Donc je vais pas cacher mon plaisir. Je profite de chaque instant. Et ben Et voilà. pareil pour l'Inter qui, bon, c'est moins profond, disons que la Juve, mais on voit que ceux qui étaient nos concurrents ces 2 dernières années sont en train vraiment de se dilapider, de perdre les morceaux, de perdre en cohésion. Et pareil, je vais pas bouder mon plaisir. Hein. Moi, les résultats en Europe, s'ils nous avantagent et s'ils les rendent ridicules, moi, je suis pas de ceux qui veulent voir l'Inter et la Juve gagner en Europe. Moi, je préfère les voir se faire humilier. Et donc, Je n'en me doutais fais pas. mon D'habitude, c'est plaisir. Nico qui tient ce genre de propos, mais je vois que tu viens à la rescousse. Exactement. Je rejoins Nico et je suis pas du tout de la team Aristide qui lui est plutôt pour est Ah bah il plutôt pense au pour coefficient UEFA, Aristide, qu'est-ce que tu veux, il est c'est objectif. ça. Mais bon, le coefficient, bon. On a 4 équipes en Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus Jusqu'à hein, c'est vraiment quand? Telle est la question. c'est déjà, franchement, c'est un scandale. Hein. Ça aussi, on peut en reparler. Mais qu'on a 4 équipes d'office en Ligue des Champions, en Italie, enfin, que ce soit en Italie, mais les autres championnats aussi, c'est aussi scandaleux pour moi. Bien, messieurs, le prochain match, si je ne m'abuse, aura lieu le 1er octobre contre Empoli. D'ici là, la nationale et affrontera l'Angleterre puis la Hongrie. Nous verrons si le cœur nous dit de faire une émission, mais comme chacun sait désormais, la seule chance pour la nationale est de relever la tête est le début de réforme proposé par Gravina il y a un mois. Nous verrons si ça finit par voir le jour. Bonne semaine à tous, à très vite. Salut! Ciao, bonne soirée.